Alors non, alors beaucoup de partenariats, beaucoup de communautés. C'est vraiment nos 2 canaux d'acquisition. On a fait 1 000 000 € de chiffre d'affaires. Le fait d'avoir une grosse communauté, ça me permettait d'avoir mes clients, en B2B. Parce que légitimité, parce que, voilà, j'étais une référence dans le domaine et j'ai mis en place un réseau d'ambassadeurs qui animent eux-mêmes les communautés. Donc on ne monte pas une communauté autour d'une entreprise. On monte une communauté autour d'une raison d'être, autour d'un mouvement. Donc tout mon travail, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est de faire en sorte que les gens qui sont dans ma communauté s'inscrivent à ma newsletter, parce que c'est là que je vends. Un truc tout bête, c'est qu'on doit accepter de perdre un certain contrôle sur sa communauté. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Club. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Siham. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Siham est spécialisé dans tout ce qui est communauté et partnership. Aujourd'hui, on va se concentrer sur communauté parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et donc, sans plus tarder, je vais te laisser, Siham, juste te présenter pour les 2-3 personnes, à mon avis, qui ne te connaissent pas. Rapidement, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu es apte à parler de communauté et pourquoi pas un autre? Hello, bah écoute, merci de l'accueil. Alors, les 2-3 personnes, je pense qu'il y a un peu plus de personnes qui ne me connaissent pas encore, hein. Le sujet de la communauté, c'est une niche. Donc forcément, on n'est pas encore très connu. Alors moi, je suis Siham, je suis entrepreneur. J'ai entrepris à plusieurs entreprises. Ouais, c'est un peu répétitif, mais c'est vraiment le cas. J'ai ma première entreprise, je l'ai créée, j'étais étudiante. Enfin, j'avais déjà été entrepreneur avant, mais vraiment la première étant étudiante. J'en ai monté plusieurs. Et la dernière, c'était une entreprise qui était basée vraiment sur la communauté. Alors, la communauté et les partenariats, hein, c'était vraiment ma stratégie d'acquisition, mais qui en plus était vraiment doublement communautaire, puisque j'ai une start-up qui accompagne des gens qui veulent vivre en éco-village, en écolieu, en habitat participatif. Donc, en fait, des gens qui veulent vivre en communauté de voisins. J'ai fait des recherches sur le domaine avec des enseignants-chercheurs, des psychologues, etc. Et je me suis passionnée, en fait, sur le sujet. Vraiment, c'est un truc de dingue. C'est hyper large et on le voit dans l'entreprise, on le voit dans la vie perso. Voilà. Et dernièrement, j'étais partnership manager chez Germinal, donc une boîte qui fait des formations sur l'acquisition pour les entrepreneurs. Parfait. Et justement, tu m'avais parlé de cette entreprise et justement, en termes de chiffres, tu m'avais donné un chiffre pour la première année qui m'a marqué. Donc, j'aimerais bien que tu le répètes si possible ici. Ça m'avait vraiment marqué, surtout quand tu m'as dit que ça s'est basé uniquement sur le côté communauté et un peu de partenariat. Alors, non, alors beaucoup de partenariats, beaucoup de communautés. C'est vraiment nos 2 canaux d'acquisition. On a fait 1 000 000 € de chiffre d'affaires sur la boîte. Alors, c'est impressionnant, mais en vrai, enfin, je ne veux pas minimiser ce que j'ai fait parce que je suis très fière, mais 1 million d'euros, c'est facile en réalité. Surtout là, c'était de l'immobilier, donc évidemment, ça l'est encore plus. Mais je tiens à le dire parce que souvent, les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs que j'accompagne, me disent, mais 1 million, c'est dingue. 1 million, c'est 1000 personnes qui achètent un produit à 1 000 € sur une année. Donc, ça va, hein, c'est faisable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, nous, on l'a fait uniquement sur la communauté, les partenariats. On n'a pas fait de publicité sur Facebook, on n'a pas fait de publicité sur Google, on n'avait pas d'autres stratégies d'acquisition. J'ai même pas fait de prospection B2B, qui est quand même ma spécialité. J'ai pas fait d'outbound ni rien. C'était vraiment que sur le réseau partenaire et la communauté. Donc, c'est ça qui était intéressant dans l'exercice, plus que les 1 million d'euros en réalité. Alors, on rentrera dans le détail par la suite pour savoir justement comment faire et comment arriver à ça, voire même les dépasser, parce que le but, c'est quand même, comme tu as dit, Oui. de dépasser et d'arriver à des montants beaucoup plus importants. Donc ici, pour commencer simplement, juste rappeler, c'est quoi une communauté de manière, enfin dans le business en tout cas, parce qu'on a souvent l'impression d'entendre une communauté basée sur les critères démographiques, mais avoir une communauté en business, ça veut dire quoi? Au final, la communauté, quel que soit le domaine, c'est à peu près la même chose. C'est en fait, quand on crée une communauté, on crée un mouvement avec des membres qui sont vraiment très engagés, qui interagissent entre eux, qui interagissent avec l'animateur de communauté. Et la communauté, elle a vocation à vivre de manière autonome, c'est-à-dire sans forcément, à un moment donné, l'animateur de communauté. Donc, moi, par exemple, je suis animatrice de communauté, je me retire je suis dans la communauté parce que je suis membre, mais je ne fais plus de l'animation. C'est complètement différent d'une stratégie, on va dire, de social media où tu vas avoir une audience.
Donc, toi, tu es l'influenceur, on va dire, c'est le terme un peu usité en ce moment, et tu as cette audience à qui tu t'adresses et tu es vraiment dans cette optique de, s'il n'y a plus l'influenceur, il n'y a plus l'audience, il n'y a plus question d'avoir l'audience, donc ça meurt. La communauté, c'est, si je te prends juste une image, l'audience, le social media management, c'est je suis dans une salle de cinéma et je regarde quelqu'un sur scène, ou dans une salle de théâtre et je regarde quelqu'un sur scène. La communauté, on est tous ensemble dans une salle et on est en cercle et on interagit entre nous. Et on apprend des choses. Donc, c'est ça qui est intéressant si on fait le lien avec tout ce qui est stratégie de contenu. C'est-à-dire que les membres de la communauté sont là pour participer à un mouvement et sont là également pour leur intérêt personnel qui est je veux apprendre des choses, je veux de la reconnaissance sociale dans ce mouvement-là. Donc, c'est vraiment ça la communauté. Je ne sais pas si ça te parle, si tu as déjà vu un petit peu les deux différences quand tu traînes sur les réseaux. En fait, tu le vois rapidement, on va dire, surtout quand tu as fait le parallèle avec l'audience, avec tout ce qui est un peu influenceur, etc. C'est vrai que la communauté, on va dire, a plus. J'ai l'impression, en tout cas, quand quelqu'un essaie d'entretenir une communauté, il cherche plus à apporter de la valeur et à surtout créer une interaction entre les membres, tandis que l'influenceur, de manière classique, on va dire, cherche plus à avoir une interaction avec lui. C'est-à-dire que c'est une relation plus forte qui est entre lui et son audience. C'est vraiment une relation un peu plus verticale, tandis que l'autre, certes, c'est un peu triangulaire. Il y a l'animateur qui doit avoir une certaine relation, mais la force de la communauté reste l'engagement et les interactions internes entre les membres de la communauté. C'est bien ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et alors, ce qui est intéressant, et notamment quand on est entrepreneur, c'est que, alors ça prend énormément de temps de monter une communauté, c'est pas le sujet, mais par contre, à un moment donné, les membres prennent la main sur la communauté et donc vont partager eux-mêmes du contenu, vont partager eux-mêmes de la valeur. Moi, j'anime une communauté dans l'habitat participatif, j'en anime plusieurs, mais celle-ci particulièrement, où on est plus de 13 000 membres. Alors, ça commence à devenir beaucoup pour une communauté. C'est-à-dire que l'objectif de la communauté, ce n'est pas forcément d'être très grosse. Bon, là, on commence à être beaucoup, mais 13 000. Et en fait, au début, c'était beaucoup moi qui postais, qui apportais de la valeur, qui apportais du contenu, qui apportait énormément de choses. Donc, ça demande beaucoup de travail. Aujourd'hui, je ne poste quasiment pas. Je souhaite la bienvenue aux gens. Je réponds aux questions. Mais je poste de temps en temps des choses. Mais c'est vraiment les membres de la communauté qui font le contenu. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à une stratégie, on va dire, pure social media management, où en fait, c'est le créateur de contenu qui doit poster, sinon il perd son audience. Et justement, ici, quand tu me dis, au début, c'était vraiment moi qui ai fait un gros effort et après, il y a eu l'effet boule de neige et les interactions se sont faites naturellement. Ça a pris plus ou moins combien de temps? Ici, juste pour ton cas, je sais que ça doit varier entre les différents business. Alors, ouais, dans le cadre de Vivre en habitat participatif, qui est un groupe Facebook, j'en anime d'autres sur l'entrepreneuriat au féminin où ça a pris beaucoup plus de temps. Dans le cadre de l'habitat participatif, j'ai mis 1 an avant d'avoir vraiment ce côté où les membres commencent à participer, où vraiment je ne prenais plus du tout la main. Bon, après, pour être honnête avec toi, la première année, j'ai pas, et c'est très paradoxal, j'ai pas misé tout en fait sur la communauté. J'étais partie vraiment sur les partenariats. Et donc, je me suis consacrée plutôt à ça. Et la communauté, je me suis dit, je vais commencer à la créer maintenant parce que comme ça prend du temps, il faut que je commence maintenant. Donc, je pense que j'aurais pu mettre 6 mois, 6 mois de moins pour commencer à engager plus si je m'étais consacrée à fond dans la communauté. Donc, paradoxalement, tu as sous-estimé ta communauté qui, au final, a été, on va dire, le socle de réussite, l'un des socles avec les partenariats. Ouais, en fait, au lancement, donc moi, la boîte que j'ai créée, c'était un peu particulier puisque je l'ai créée au sein d'un programme d'intrapreneuriat. Donc, on avait les stratégies de l'entreprise qui étaient très éloignées de stratégie communauté, etc. Et quand je suis sortie de l'incubation, je me suis dit, il faut que je crée cette communauté. Mais comme tout entrepreneur, et je vais être très transparente avec toi, je me suis dit, faut que je gagne de l'argent, en fait, parce que sinon, je n'ai pas d'entreprise. Et en fait, je me suis consacrée au partenariat parce que ça m'apportait de l'argent tout de suite. Enfin, j'ai eu des résultats beaucoup plus rapides, ce qui est assez pas forcément évident sur les partenariats, mais je me suis dit, là, j'ai besoin de faire rentrer de l'argent rapidement. Et la communauté, ça met du temps avant d'avoir des retours sur investissement. Donc, je l'ai mise un peu de côté au démarrage. Bon, voilà, c'était plus une question stratégique à ce moment-là.
Et comme tout entrepreneur, hier, j'ai eu un podcast avec un invité qui m'a dit, si on ne fait pas de l'argent, ce n'est plus de l'entrepreneuriat, c'est du loisir. Et je trouve qu'il a bien résumé cela. Donc, tous les entrepreneurs ont ce besoin d'argent qui est assez rapide pour faire tourner, pour faire grandir leur entreprise. Ici, toi, quand tu conseillerais à... Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à de nouveaux entrepreneurs, ou on va dire, qui se lancent sur un nouveau projet? Est-ce qu'on fait un all-in sur une communauté ou est-ce qu'on fait plus comme toi, c'est-à-dire aller dans le partenariat et nourrir la communauté, on va dire, à une vitesse plus réduite, histoire de privilégier d'autres sources d'acquisition et puis la communauté miser sur le moyen terme pour la rentabiliser? Alors ça, c'est une question hyper difficile en fait, parce que la question, elle est vraiment liée à la stratégie de l'entrepreneur et elle est aussi liée à la personne. Moi, il se trouve qu'au moment où j'ai lancé, où je suis sortie de ce programme d'intrapreneuriat, je me suis consacrée au partenariat parce que j'avais un réseau que j'avais construit depuis des années dans le domaine. Donc, c'était plus facile pour moi. Enfin, à un moment donné, il faut aussi savoir faire des choses faciles quand on est entrepreneur. Et en fait, c'était plus facile pour moi de mener d'abord cette stratégie de partenariat. Et c'est pour ça que je l'ai fait, en fait. Mais si je n'avais pas eu ce réseau, peut-être que j'aurais pris une autre décision. Donc, c'est difficile de conseiller comme ça en disant il faut faire ça ou ça ou ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que la communauté, c'est quand même assez long à mettre en place. Les résultats sont... Enfin, tu vas pas forcément espérer des résultats tout de suite. Moi, les premiers résultats, on va dire, chiffrés avec de l'argent sur ma communauté, c'est-à-dire la communauté qui me paye directement, hein, parce qu'il y a deux sujets, on va en parler si tu veux, mais la communauté qui me paye directement, ça a mis 1 an avant que je monétise la communauté. Et là où et ça a mis 1 an avant que je me dise, OK, il y a peut-être un truc à faire sur du B2C à ce moment-là. Par contre, moi, j'ai quand même construit cette communauté au démarrage parce que ça prend du temps. C'est comme le référencement naturel, tu vois, ça prend du temps, mais il faut le faire. Mais par contre, je l'ai fait parce que ça me permettait, parce que j'avais un business model qui était B2B2C. Et donc, le fait d'avoir une grosse communauté, ça me permettait d'avoir mes clients en B2B. Parce que légitimité, parce que voilà, j'étais une référence dans le domaine. Et donc, du coup, ça m'a apporté mes clients. Donc, même si je n'ai pas eu de monétisation dès le début, ça m'a quand même apporté des contrats. Donc, l'un dans l'autre, c'était intéressant de le faire dès le démarrage. Mais si je comprends bien, tu as court-circuité le B2B2C, tu as fait le B2C2B. Si on doit illustrer ça. Non, maintenant, j'ai 2 business. J'en ai un qui est vraiment B2B et 2C et j'en ai un qui est B2C. Alors, le business model B2C, il est né du confinement. Je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, moi, ça s'est arrêté. Enfin, à ce moment-là, les contrats B2B et dans l'immobilier, évidemment, tout s'est arrêté. A été repoussé d'1 an. C'est déjà des contrats où tu as des cycles de vente qui sont hyper longs. Alors là, ça a rajouté, on s'est pris 1 an ou voire 2 ans dans la vue. Donc, au niveau du business plan, c'était mort. Et là, on s'est dit, voilà, la communauté, en plus, elle a explosé pendant le confinement. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, j'ai proposé des choses et puis ça a réagi. La communauté a co-construit avec moi. Et puis voilà, maintenant, on a une partie B2C. Mais ce n'était pas prévu, en fait, ça. Justement, le terme co-construit, c'est vraiment intéressant parce qu'on parle souvent de la solitude de l'entrepreneur. Ça peut aussi aider, franchement, me dire que j'ai une communauté avec laquelle je co-construis. Déjà, on connaît tout ce qui est brainstorming, etc., le nombre de bienfaits qu'il y a à échanger avec les gens. Mais là, en plus, tu me dis que tu as 13 000 personnes. Bon, je ne pense pas qu'ils ont tous co-construit, sinon on aurait refait Paris. Mais c'est quand même énorme. Et justement, tantôt, je voulais revenir là-dessus quand tu m'as dit 13 000, ça devient beaucoup. On voit, une des différences avec l'audience, c'est-à-dire que les influenceurs, etc., quand on cherche à avoir une audience, l'objectif, c'est de la faire grandir le plus possible. Ici, toi, justement, c'est comme, on va dire, le côté famille. Il ne faut pas que ce soit trop, trop grand non plus, sinon on n'arrive pas à connaître tout le monde, on n'arrive pas à être proche de tout le monde, comme un cercle d'amis, etc. Donc là, quand tu me dis 13 000, c'est vrai que ça m'a paru très, très grand. Et je me dis à quel moment est-ce qu'on juge qu'on a une communauté assez forte en termes de nombre, le minimum, et pour toi, quel serait le maximum en moyenne? Alors, sur les communautés, là, il y a plusieurs tiroirs. Alors, je vais les ouvrir un à un. Déjà, on parle d'entrepreneuriat, pas d'influence. Donc, pour moi, la stratégie, même en social media, en termes d'audience, c'est pas forcément d'avoir une grosse audience.
Si tu as une petite audience, mais tu as 100% de clients dans ta petite audience, c'est génial, tu vois. Et si tu as une grosse audience, mais que tu n'as pas de clients dedans, ça ne marche pas. Enfin, sauf si tu es influenceur et que du coup, tu vas te faire payer par des marques. Mais là, on parle d'entrepreneurs. Donc, moi, ma stratégie, elle n'est pas du tout d'avoir une grosse audience, à part éventuellement pour l'ego. Voilà, mais moi, non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux des clients, c'est ça qui m'intéresse. Je suis une commerciale à la base, hein, donc je veux des clients. Donc voilà, ça, c'est la première chose à savoir. Après, sur la partie communautaire, effectivement, les communautés, elles sont faites pour réagir. Alors ça, c'est des recherches qui le prouvent, pour réagir sur un chiffre très simple qui est de 250 personnes maximum. Donc, en gros, il faut absolument être sur de la micro-communauté. C'est des espèces de sociétés, de mini-sociétés qui réagissent. Enfin, voilà. Et c'est 250. On sait qu'un village, ça fonctionne bien en autogestion à 250. Et après, il va falloir mettre en place voilà, les pouvoirs publics, l'État, etc. Donc, voilà, pour faire un parallèle. Donc là, c'est pareil, en fait, c'est que forcément, moi, là, aujourd'hui, la communauté, je te dis 13 000 sur la communauté principale, mais en réalité, on n'est pas loin de 50 000 parce qu'en fait, j'ai créé des micro-communautés qui sont sur des sujets définis et qui sont annexes, en fait, à mon sujet principal. Et j'ai mis en place un réseau d'ambassadeurs qui animent eux-mêmes les communautés. Donc, moi, je n'anime plus la communauté des 50 000 personnes, j'anime toujours la communauté de 13 000 parce que c'est pour le coup compliqué. Je me suis laissée un peu déborder, j'avoue, mais voilà, c'est un peu compliqué, donc je l'anime toujours. Par contre, les micro-communautés sont animées par ces ambassadeurs que moi, j'anime du coup. Donc, moi, j'ai une communauté d'ambassadeurs qui anime cette grande communauté. Et c'est comme ça qu'on arrive à scaler ces communautés, parce que sinon, tu ne peux jamais décoller, en fait. Et justement, j'allais te dire, c'est vraiment un effet de levier qui est impressionnant parce que si, ne serait-ce que tu as, voilà, tu me dis ici, tu as une communauté d'ambassadeurs, si chacun amène 10-15 personnes, on voit que c'est exponentiel, c'est vraiment magnifique. Et ici, voilà, Ouais. maintenant qu'on a donné un peu, on a donné vraiment beaucoup envie aux personnes qui regardent de vouloir soit monter, soit de gérer une communauté, la question qui arrive et qui leur trotte à mon avis dans la tête, c'est, bon, maintenant je suis convaincu, comment faire? Alors, comment faire alors, faut lire mes posts LinkedIn, parce que je mets pas mal Je de vous trucs invite à la dessus. suivre, c'est vraiment intéressant. Donc voilà. Mais non, alors comment faire? Alors déjà, il faut réfléchir à qui sont ces membres. Les membres de la communauté, donc il faut vraiment bien les connaître. Alors, je sais qu'on le dit souvent, mais je le répète, connaître ses membres, connaître ses clients, hein, c'est la base. Donc, bien connaître ses membres, leur parler, réfléchir à leur intérêt. Parce qu'en fait, un membre de communauté, il arrive dans la communauté pour son intérêt personnel. Hein, on parle souvent de communauté en termes de collectif, mais en réalité, c'est d'abord un intérêt personnel. Ensuite, et là, je parle aux entrepreneurs, parce que si j'ai envie de monter une communauté pour un loisir, c'est un peu différent. Mais quand on est entrepreneur, on doit d'abord réfléchir aux enjeux de son entreprise. En quoi la communauté peut répondre à ces enjeux? C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je cherche à faire avec ma communauté? Ça, c'est vraiment le point qui est important. Parce qu'encore une fois, ça prend du temps, ça peut ne pas marcher, les résultats sont incertains. Enfin, en gros, là, je ne vous ai pas du tout vendu le truc, mais quand ça marche, c'est génial et ça explose et en plus, c'est en organique. Donc, c'est génial. Mais voilà, bien réfléchir à ces enjeux. Et ensuite, on va réfléchir à un certain nombre de choses. Donc, sur quelle plateforme je vais me lancer? Qu'est-ce que j'apporte comme valeur à ma communauté? On travaille sur sa raison d'être. Donc là, je vous renvoie à Simon Sinek, Start with Why. Hein, c'est la base. Et donc, on réfléchit à sa raison d'être. On réfléchit à ses valeurs. C'est quoi les valeurs de ma communauté? Et on va réfléchir également à qu'est-ce que j'apporte en fait dans ce mouvement. En fait, qu'est-ce que j'apporte comme mouvement? D'accord. Et tu as parlé on va les prendre dans Ouais. l'ordre. Quand tu as parlé au début de bien connaître les membres, ses potentiels clients, ou en tout cas les membres de sa communauté, comment faire? Est-ce que je dois aller discuter avec chacun d'entre eux? Enfin, quelle technique tu proposes? Alors là, pour le coup, il y a plusieurs façons de faire, ça va dépendre. Moi, il se trouve que dans le sujet de l'habitat participatif, enfin la problématique, je la rencontrais moi-même parce que je voulais vivre comme ça. Donc forcément, j'ai cherché des gens avec qui discuter, j'ai été voir des projets, j'ai été discuter avec des gens qui habitaient déjà comme ça, des gens qui voulaient habiter, et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait tous le même problème, qui était, en fait, on n'a pas de communauté qui peut pour se rassembler. C'est pour ça que j'ai créé à la base, c'est un groupe Facebook à la base. Donc j'ai créé ce groupe Facebook. Et après, j'ai discuté avec les gens, même ceux qui arrivaient dans le groupe. Je leur dis pourquoi tu es là en fait? Qu'est-ce qui t'intéresse?
Voilà moi qui je suis, toi qui tu es, et puis on avait un échange comme ça. Mais évidemment, la meilleure façon de faire, alors ça, communauté ou pas communauté d'ailleurs, hein, la première chose à faire, c'est d'aller voir les clients potentiels. Et du coup, là, les membres potentiels, d'aller leur parler, leur demander quel est leur problème, qu'est-ce qu'ils utilisent aujourd'hui pour pallier à ce problème. Voilà. Donc, c'est vraiment une connaissance très profonde du problème. Parce qu'encore une fois, on crée un mouvement autour d'un problème. Donc, il faut le connaître, le problème. D'accord, donc ici, toi, tu as réussi à identifier le problème, tu as vu qu'il y avait plusieurs personnes qui l'avaient, tu as créé un groupe Facebook, tu les as recontactés pour qu'ils se rajoutent, et là, vous essayez de trouver des solutions ensemble, ou est-ce que tu t'es directement mise en figure d'autorité, ou c'est toi qui as apporté les solutions? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même travaillé sur le cadre. Donc, tout ce qui va être les valeurs, la raison d'être, le règlement, parce que toute communauté a un règlement. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, j'ai pas trop posé de questions. J'ai dit, voilà, ça, c'est le cadre dans lequel moi, j'ai envie d'interagir, où je me sens bien. Donc, comme moi, je me sens bien, je vais avoir des gens qui vont me ressembler. Et c'est ça un peu le tabou de la communauté, en fait. C'est des gens qui se ressemblent, qui se rassemblent. Voilà, clairement, c'est ça. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit tabou en France sur la communauté. Et donc, moi, j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai posté des choses. Et j'ai vu les gens, comment ils réagissaient, les questions. Et puis maintenant, c'est des gens qui postent leurs commentaires. Je ne fais pas trop de censure. Je laisse vraiment s'exprimer sur tous les niveaux, évidemment dans un cadre, on va dire, légal et de bienveillance. C'est-à-dire que moi, je suis un peu dictatrice dans ma communauté parce que c'est une communauté que je veux vraiment de qualité. Ça, c'est un peu, on en reparlera peut-être tout à l'heure sur la partie plateforme, mais c'est vrai que sur Facebook, enfin les réseaux en général, tu peux vite tomber dans des trucs un peu poubelles. Donc, je voulais vraiment un truc de qualité. Et dès que les gens s'insultent, dès que ça sort du cadre éditorial, etc., je supprime. Mais je supprime. Tu es dans la communauté ou tu es en dehors de la communauté, mais ce n'est pas un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Donc, c'est all-in, quoi. Mais c'est ça, et moi, en cherchant un peu, justement, c'est plus la communauté a des valeurs fortes et bien définies, etc. Certes, il y aura certaines personnes qui ne pourront pas être fit là-dedans, mais celles qui y sont, elles se sentent vraiment bien et les relations sont beaucoup plus fortes. Donc, je conseille vraiment de ne pas vouloir plaire à tout le monde, mais de savoir trouver des gens comme soi, vraiment avec les mêmes valeurs et essayer de partager d'essayer de partager le maximum de solutions aux fameux problèmes avec S que l'on pourrait rencontrer. J'avais une autre petite question. Tu m'as parlé ici de plateforme. Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ou est-ce que pour toi, il y a une autre étape avant? Ouais, non, on peut en parler là, parce qu'en fait, quand on va monter sa communauté, il y a quand même un sujet alors, très pratico-pratique qui est la stratégie de plateforme. Sur quelle plateforme, en fait, je vais rassembler les gens que je souhaite, avec qui je souhaite parler. Alors là, il y a plusieurs réponses. Il n'y en a pas une unique. Moi, j'ai choisi le groupe Facebook. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, les gens de ma communauté sont sur Facebook. Voilà. Donc j'ai choisi Facebook parce qu'ils étaient là. Et puis en plus, c'est hyper pratique en termes d'acquisition parce que l'algorithme de Facebook joue pour toi. Enfin, si tu le fais bien, ça joue pour toi. Du coup, en termes de croissance de groupe, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je me suis laissée déborder et qu'aujourd'hui, la communauté principale, elle est très grosse. C'est parce qu'en fait, Facebook, évidemment, met énormément en avant le groupe et du coup, j'ai des gens qui arrivent alors que je ne fais plus rien pour faire de l'acquisition sur cette communauté. Bon, voilà, c'est un peu le risque. Donc maintenant, je l'ai fait basculer sur d'autres choses. Donc, il faut réfléchir sur sa stratégie de plateforme. Donc, où sont ses membres? Ça, c'est la première chose. Celle où vous êtes à l'aise aussi. Je sais pas, moi, si tu n'es pas à l'aise alors, c'est pas une plateforme communautaire, mais si tu n'es pas à l'aise pour écrire, tu ne vas pas aller sur LinkedIn. Si tu n'es pas à l'aise pour faire des photos, tu ne vas pas aller sur Instagram. Donc, évidemment, tu choisis la plateforme sur laquelle tu es à l'aise. Donc, où tu es à l'aise et où tes membres sont. Et après, ça va dépendre de ce que tu veux faire de ta communauté. Moi, au départ, la communauté, elle était faite pour montrer à mes clients B2B que voilà, il y avait un mouvement. Parce que l'habitat participatif, ce n'était pas connu il y a 6 ans, que les promoteurs immobiliers qui sont mes clients, la plupart, voilà, ça les intéresse comme ça parce que c'est de l'innovation, mais ils se disent il n'y a personne. Donc, je voulais leur montrer qu'il y avait un mouvement en France d'habitat participatif. C'est pour ça que j'ai créé le compte Facebook, en fait, à la base. C'est devenu autre chose, mais à la base, c'était ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Après, dans la stratégie de plateforme, il faut quand même choisir une plateforme sur laquelle vos clients vont pouvoir, vos membres, pardon, ce n'est pas les clients à ce stade-là, mais c'est des membres,
vont pouvoir interagir. Donc, typiquement, Instagram, LinkedIn, etc., ça ne marche pas. Parce qu'il faut que les gens puissent se parler. Donc, vous avez Facebook, vous avez WhatsApp. Bon, c'est pas parfait WhatsApp, mais ça permet de le faire. Des micro-communautés à 25, 50, ça marche bien. Ça peut même très bien marcher. Vous avez des forums, vous avez Slack, évidemment, qui est pas mal. Et puis après, vous avez des plateformes payantes, comme Circle, par exemple, qui prend de l'ampleur en ce moment. Donc après, vous allez choisir en fonction de votre... Moi, j'ai choisi Facebook parce que je voulais faire de l'acquisition. Voilà. Et qu'en jouant avec l'algorithme, ça me permettait de faire grossir mon groupe sans même pas du tout faire de publicité, quoi. C'est ça, on va dire il y a plus de 80% des personnes qui sont quand même sur Facebook. Donc c'est vrai que ici, moi, j'ai déjà eu le cas où une personne me dit, voilà, moi je suis plus à l'aise, j'ai vraiment envie d'aller sur Slack, ça fait plus pro, etc. Mais sa communauté était principalement sur Facebook et il s'était dit qu'en chemin, il allait en perdre plusieurs. Donc à ce moment-là, peut-être éventuellement commencer sur Facebook. Et puis par la suite, comme tu dis, quand on va faire des micro-communautés, à ce moment-là, on a des personnes plus engagées, etc. On peut aller sur des plateformes sur le côté. C'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ce que je conseille, alors j'en ai parlé la semaine dernière sur Clubhouse, d'ailleurs, sur ce sujet-là. Je conseille d'abord de commencer. Il faut avoir 3 types de réseaux quand on fait de la communauté pour son entreprise. Je parle vraiment encore une fois, c'est pour les entrepreneurs. Le premier réseau, c'est un réseau qui n'est pas communautaire, qui est plutôt d'audience, du type Instagram, YouTube, TikTok, etc., qui va être vraiment un réseau public et qui permet de gagner de l'audience. Le deuxième réseau, ça va être un réseau, on va dire, semi-privé. Donc, par exemple, les groupes Facebook privés, des forums ouverts, du Slack, par exemple. Et le troisième, c'est vraiment le réseau, pour le coup, qui est privé. Donc, les groupes Facebook secrets, tu as les forums privés, tu peux avoir Circle, par exemple, voire une plateforme dédiée à ça. Et en fait, c'est vraiment sur le dernier réseau que tu peux espérer faire de l'argent. Donc, il faut avoir ces trois réseaux. Et pour ceux qui commencent, c'est-à-dire qui n'ont pas d'audience, ils commencent de zéro, je leur conseille de commencer par un réseau semi-privé du type groupe Facebook. Tu commences par là, tu fais grossir ça, tu bascules sur le réseau privé parce que notre objectif, c'est quand même de gagner de l'argent avec nos entreprises. Donc, tu bascules sur le réseau privé, tu les fais basculer sur ton réseau privé. Et quand ça commence à bien tourner, moi, j'en suis à ce stade-là aujourd'hui, et bien, du coup, tu montes ta stratégie YouTube, Instagram, etc., etc., pour faire grossir ton audience. D'accord, donc on voit quand même dans la communauté, il y a une espèce d'entonnoir qui se crée. On garde toujours l'image du fun. Dans un cadre d'acquisition, là, on parle d'acquisition. Donc oui, ceux qui veulent monter une communauté en dehors des sujets d'entrepreneuriat, ils peuvent commencer directement avec un groupe Facebook, voire privé. Moi, je l'ai fait avec mes cercles réseau femmes, ça marche très bien. Mais je ne cherche pas à gagner de l'argent, c'est une association. Voilà. Par contre, dans un cadre de je veux avoir des clients, oui, on reste sur le même sujet funnel. Voilà. En plus, vous pouvez même utiliser le framework ART, ça marche très bien sur la communauté, en mettant en place différentes briques. Parce que évidemment, je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ok, je vais commencer par ça. Ensuite, je bascule sur là où je gagne de l'argent. Je mets en place une newsletter, une stratégie d'emailing, enfin, tout ce qu'on connaît à côté. Donc, il y a la stratégie de newsletter. Donc, je sais que tu connais Nina sur le sujet de copywriting. C'est parfait, c'est très en lien. Et ensuite, tu as la stratégie social media. Parce qu'en fait, finalement, social media management, il est là aussi pour alimenter la communauté. Enfin, tu vois, les deux sont en interaction dans les entreprises. C'est ça. D'ailleurs, tu avais fait un post là-dessus. Encore un autre argument pour te suivre sur LinkedIn. Donc, le social media management et le community management, c'est vraiment deux choses différentes. Ici, j'avais une autre question. Tu as parlé d'un objectif, que ton objectif avait évolué avec le temps. Comment tu as pu gérer cette transition? Parce que c'est vrai qu'au début, les gens ils se disent, voilà, on va s'aider, etc. Et est-ce qu'ils ne se sentent pas exploités? Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement comme question pour les personnes que j'accompagne. Quand je leur dis, lancez une communauté autour de votre entreprise, ils se disent, c'est comme si au début, on fait ami-ami et après, je vais les exploiter, j'ai peur qu'ils le prennent comme ça. Comment tu fais face à ça? Alors, ça, c'est très simple en réalité. C'est que déjà, la démarche, elle doit être authentique. C'est pas je lance une communauté pour faire de l'argent, c'est je lance une communauté pour créer un mouvement. Donc moi, au démarrage, je voulais créer ce mouvement-là parce que ce que je voulais, c'est me prouver qu'en France, on était à moins de 0,1% d'habitat participatif. C'est pas tellement, enfin, ça commence à évoluer, mais voilà. C'était de montrer qu'il y avait un mouvement. Et c'est vraiment ça mon objectif.
Par contre, je voulais créer une entreprise derrière, donc ça, c'est pas le sujet. Par contre, je ne vends jamais dans ma communauté. À aucun moment, je fais de posts. C'est-à-dire que d'ailleurs, souvent, je peux accepter des semi-concurrents qui viennent faire des posts sur leur formation parce que je les trouve intéressantes pour la communauté, qui sont complémentaires à moi. Mais moi, c'est hyper, hyper, hyper rare. C'est arrivé pendant le confinement, mais parce que j'étais en co-construction et je leur ai expliqué pourquoi. Mais là, tu vois, je ne poste jamais, jamais, jamais de publicité sur mon entreprise. On ne monte pas une communauté autour d'une marque, sauf si on est Apple, mais je ne suis pas Apple. On ne monte pas une communauté autour d'une entreprise. On monte une communauté autour d'une raison d'être, autour d'un mouvement. Et par contre, ce que je fais, c'est vraiment, et là, on rentre dans une stratégie qui est de la stratégie de contenu, donc on bascule la stratégie communautaire. C'est pour ça que je dis que c'est très en lien. C'est pour ça peut-être qu'on s'entend très, très bien avec Nina. C'est qu'en fait, on est très en lien là-dessus. C'est qu'à un moment donné, moi, je fais en sorte que ma communauté bascule sur mon réseau privé. Donc, j'ai une plateforme dédiée et avec des newsletters. Les gens s'abonnent à la newsletter. Et c'est dans ma newsletter. Donc, déjà, ce n'est pas dans toutes mes newsletters, mais donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Nina en parlera beaucoup mieux que moi. Mais sur le fait de vendre dans sa newsletter. Et je vends grâce à la newsletter. Donc, tout mon travail, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est de faire en sorte que les gens qui sont dans ma communauté s'inscrivent à ma newsletter parce que c'est là que je vends. Et donc, forcément, les gens sont dans la communauté pour s'entraider et à aucun moment on fait de la publicité. D'ailleurs, même quand j'accepte des gens qui sont très légitimes, qui vendent des formations dans mes posts, ça arrive que j'en accepte parce que je trouve que c'est vraiment des choses de qualité. C'est des concurrents, mais c'est de qualité. Donc, j'accepte. En général, ça, c'est très, très mal vu. Par contre, quand je le fais dans ma newsletter, zéro problème. Donc, il ne faut pas vendre, on ne crée pas, c'est ça qui est important, je pense, le message à faire passer, on ne crée pas une communauté autour d'une entreprise, autour d'une marque. Jamais. On crée un mouvement. C'est ça qu'il faut se dire. D'accord, ça, c'est la punchline du jour. Oui, c'est ça. Mais c'est important parce que, en fait, les objectifs, les résultats, etc. Et en tant que community builder, on est souvent, notamment dans l'acquisition et dans le growth, on regarde souvent les résultats. Il y a une vraie culture de la data et de l'analytics. En fait, les résultats sont pas du tout. On peut pas comparer en fait les résultats communautaires à des résultats commerciaux lambda en fait. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, on a rigolé avec une de mes anciennes collègues parce qu'on a eu beaucoup de débats sur ce sujet-là. Mais c'est vraiment ça, en fait. Le problème, c'est qu'il faut comprendre qu'on ne vend pas à sa communauté. On crée un lien. On crée un lien. Et par contre, on vend avec d'autres stratégies. Notamment, moi, j'adore la stratégie contenu et newsletter, vendre via sa newsletter. Ça, c'est génial parce qu'en fait, tu as créé un lien, tu continues à apporter de la valeur, mais les gens achètent. Et là, tu as des taux de conversion qui sont beaucoup plus importants que si tu avais fait une publicité sur Facebook. C'est vrai que je ne le voyais vraiment pas comme ça. C'était une question qui me tenait vraiment à cœur par rapport à la perception, mais c'est vrai que si on arrive à garder notre groupe Facebook clean et justement que les personnes qui sont vraiment, vraiment intéressées sur la newsletter, qui elles-mêmes ont choisi d'y s'inscrire, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est une manière de voir qui est très, très intéressante. J'avais une petite question. Tout à l'heure, tu as parlé j'ai oublié de te la poser tout à l'heure, mais c'est en termes d'investissement en temps. Au début, tu m'as dit que tu avais mis entre 6 mois et 1 an, on va dire. Voilà. Si tu étais à fond, tu aurais mis 6 mois, mais là, tu as mis 1 mois. Tu as mis 1 an, pardon. En termes de temps par jour, c'est-à-dire combien de temps tu dois donner à ta communauté? Est-ce que tu allais vraiment échanger avec chacun d'entre eux ou est-ce que c'était vraiment sur la page Facebook? Et voilà, entre toi, ce que tu as fait et surtout ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous regardent. Alors, encore une question hyper difficile. Ça prend énormément de temps. Au début, j'y passais au moins 3-4 heures par jour parce qu'il faut créer le contenu. Il faut être sur la plateforme. Moi, les 500 premiers, je leur ai parlé. Je discutais avec eux, etc. Et à chaque fois que je crée un nouveau groupe, en fait, je continue à parler avec eux. Alors, la stratégie au démarrage, on l'avait fait avec Jordan de chez Germinal, parce que moi, j'étais cliente de Germinal, en fait, avant. Et donc, Jordan m'avait pas mal accompagnée là-dessus. Mais après, j'ai créé des groupes et je leur parlais, moi, directement sur Messenger. Donc, ça prend je peux pas dire de temps exactement. Je sais que j'y passais au moins 3, voire 4 demi-journées par semaine. Alors, pendant le confinement, là où ça a explosé, bon, évidemment, en plus, j'étais plus toute seule parce que j'ai des co-modérateurs et j'ai des ambassadeurs maintenant. C'est là où on ne peut plus tellement juger du temps.
C'est pour ça que la partie ROI, elle est très difficile en fait sur la communauté. Tu peux pas tout traquer et tu peux pas vraiment savoir. C'est très complexe. Mais tu vois, là aujourd'hui, je poste beaucoup moins parce que la communauté vit pas toute seule, mais elle vit bien en autonomie. J'y passe, je fais tous mes samedis matins, je suis en train de parler avec des gens, en train de faire du mentorat, en train de répondre à des messages. Je ne laisse jamais un message sans réponse. Bon, là, à 13 000, il y a toujours quelqu'un qui répond, mais on ne sait jamais. Donc, c'est vrai que du coup, j'attends toujours avant de répondre et puis ensuite, je passe. J'ai beaucoup de gens qui me sollicitent, moi, par Messenger, pour le coup, sur le groupe Facebook. Donc, je passe quand même pas mal de temps sur la partie pure animation communauté. Parce qu'après, il y a tout le reste, évidemment. Hein. Mais pure animation communauté, aujourd'hui, je dois passer au moins une demi-journée dans la semaine dessus. Moi, toute seule, sachant qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a les co-modérateurs, il y a... voilà. D'accord, donc au final, ça a été un bon investissement. Je ne veux pas dire que c'est du passif, mais c'est quelque chose qui s'autogère assez, assez bien. Au final, si tu n'as que 4-5 heures à passer par semaine, et c'est suffisant pour discuter avec ces personnes-là. C'est vraiment c'est un exemple de réussite en tout cas. Ouais, en fait, le truc, c'est que ça prend du temps au démarrage, mais l'idée, alors, encore, bon, deuxième message à faire passer, c'est que, en fait, l'idée de la communauté, c'est qu'à un moment donné, elle agisse en autonomie pour que moi, je puisse me consacrer sur la partie privée, newsletter, acquisition et puis vendre, en fait. Donc ça, c'est vraiment le travail. Mais ça veut dire, un truc tout bête, c'est qu'on doit accepter de perdre un certain contrôle sur sa communauté. Parce que déjà moi maintenant j'ai des co-modérateurs qui modèrent, donc qui ne vont pas forcément modérer de la même manière que moi, qui ne sont pas des employés. Moi je n'ai pas de salariés, je ne paye personne pour ça, donc potentiellement ils peuvent laisser passer des messages de concurrents parce que ça apporte de la valeur à la communauté. Et puis j'ai des ambassadeurs qui animent des micro-communautés, donc je suis toujours dedans, mais en fait je regarde quasiment pas, je leur laisse complètement la liberté de faire et potentiellement, ils peuvent prendre le pouvoir, entre guillemets, sur la communauté. Mais il faut accepter de lâcher un peu le prise à ce moment-là pour se consacrer à la partie qui est rémunératrice, en fait. D'accord. Et justement, on reviendra sur cette partie, comment le passage à la partie rémunératrice, mais je voulais savoir justement ici comment favoriser l'engagement de ces personnes. C'est-à-dire comment au début, c'est juste quelqu'un qui vient se rajouter sur un groupe Facebook, à ce qu'il finisse par devenir ambassadeur. Il y a quand même un chemin, il y a des convictions qu'il a pu avoir, il y a une vision qu'il partage avec toi, c'est fort. Il consacre beaucoup de temps. Et en plus de ça, il est pas rémunéré dans un premier temps. Donc je me dis, Oui. comment faire pour engager ces personnes-là à ce niveau? Et là, la réponse, elle est toute simple. À chaque fois que je la donne, on me dit « Ouais, mais tu vois que ça comme ça », mais c'est la réalité. Il faut se poser la question, c'est quoi l'intérêt des gens, en fait? C'est quoi leur intérêt personnel? On a tous un intérêt à faire quelque chose. Et ce n'est pas un jugement. Hein. Par exemple, moi, j'ai une de mes ambassadrices qui m'a contactée en me disant « Je travaille dans l'immobilier, j'aimerais bien faire des choses autour du participatif. Le fait d'être dans la communauté, ça m'apprend énormément. Et du coup, dans ma région, ça me permettrait d'avoir une légitimité. C'était pour son entreprise, c'était pour gagner de l'argent. » Ok, cool. Si tu respectes les règles, que tu ne vends pas évidemment, il y a le cadre communautaire, parce que sinon, de toute façon, elle se serait fait virer par la communauté. Donc, de toute façon, elle est obligée de le respecter. C'est un peu, tu sais, autocontrôle. Hein. Mais à partir de là, ok, c'est ton intérêt, tu vas y consacrer du temps, que tu gagnes de l'argent dessus, ça ne me pose pas de souci. J'en ai un autre, c'est pas du tout ça, il est à la retraite, ça lui permet d'avoir du lien avec les gens, ça lui permet d'avoir une utilité, entre guillemets, et donc, du coup, c'est pour ça qu'il le fait. Donc, en fait, il faut comprendre l'intérêt de ses membres. Et la façon d'en parler, la façon de le savoir, c'est d'en parler avec eux, sans tabou. Alors, moi, j'ai une chance quand même, c'est que dans l'habitat participatif, la culture du développement personnel, de parler de soi, de se comprendre, elle est très développée. On fait beaucoup de travail sur nous-mêmes. Donc forcément, quand tu parles aux gens des valeurs, etc., ils savent ce que c'est, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres communautés que j'anime, ils sont moins dans la transparence parce qu'ils ont peur de parler de soi. Ce n'est pas le cas dans la communauté, c'est ça que j'adore en fait, dans la communauté, c'est que c'est du coup très ouvert. Mais il faut vraiment parler aux gens et aller creuser, leur poser la question, pourquoi ils ont envie d'être dans la communauté, qu'est-ce qui les intéresse? Et à un moment donné, dire, ok, est-ce que tu souhaites devenir ambassadeur? Souvent, c'est eux qui me l'ont proposé d'ailleurs. Je n'avais pas mis en place, ce que je ne conseillerais pas toujours, mais je n'avais pas mis en place de stratégie d'ambassadeur à la base, c'est arrivé comme ça. Et du coup, j'ai structuré autour de ça. Donc, tout ce que j'apprends aux gens, en fait, je l'ai structuré, moi, en faisant. Hein. C'est vraiment... tu vois,
Voilà, je l'ai fait avec les gens. Et donc, on a structuré les choses. Donc, maintenant, on a l'impression, quand je parle, que c'est hyper structuré, que c'est des étapes, c'est ça. Oui, voilà, les étapes qu'il faut mettre en place, c'est ça, dans l'idéal. Mais bon, moi, j'ai fait des choses et puis il y a des choses que je n'ai pas faites, je les ai découvertes en cours de route. Mais voilà, c'est en parlant avec les gens, en discutant. Et en fait, les gens ont un intérêt personnel à faire. Donc oui, je ne les paye pas moi directement, mais ils sont payés d'une manière ou d'une autre. Soit parce qu'ils ont du lien social. Il y en a une, c'est son entreprise. Il y a quelqu'un d'autre, c'est parce que ça l'intéresse, ça lui permet de. Et alors, il ne travaille pas du tout dans le domaine, mais je pense qu'il va peut-être se reconvertir à un moment donné parce que il a envie d'évoluer et que dans sa vie et que ça lui permet de le faire. Donc, c'est ça en fait qu'il faut arriver à comprendre si vous voulez engager les ambassadeurs. Ça, c'est la partie engagement ambassadeur. Pour les membres, c'est à peu près pareil, parce que souvent, on me dit, oui, mais moi, je suis toujours là en train de poster. Les membres ne postent pas. J'ai du mal à les engager. Alors ça, moi, j'ai créé plusieurs communautés. Il y a des fois, ça ne marche pas. Et tu ne sais pas pourquoi. Tu as fait les mêmes techniques, etc. Et ça ne marche pas. Je pense qu'en fait, c'est vraiment une question de temps, d'intérêt. Enfin, tu vois, on est tellement sollicité partout. Ce qu'il faut, c'est vraiment arriver dans une niche, s'adresser à un problème, on revient au même sujet du client, et à s'intéresser vraiment à l'intérêt des membres. Et au début, et ça peut prendre du temps, il faut poster, il faut mettre de l'huile de coude, il faut répondre, moi je taguais les gens dans les commentaires en disant tiens, moi je te donne cette réponse, mais je sais que lui il l'a, parce qu'en fait je connaissais la communauté. Alors on n'est pas nombreux en France, donc forcément tu connais les gens, tu dis tiens, telle personne de tel endroit il connaît, il a déjà eu la réponse. Et les gens qui me sollicitaient en messagerie privée, parce que j'avais cette casquette d'experte, donc ils avaient besoin de moi, je leur disais, tu peux poster dans le groupe et je te réponds dans le groupe, ça va contribuer à l'intelligence collective. Et en fait, ça, c'est un gros travail au début parce que, et j'ai vu des gens qui géraient des communautés me dire, j'ai personne qui poste dans le groupe, je ne comprends pas. Je dis, oui, mais tu réponds à toutes les questions en privé, donc forcément, ils ne vont pas mettre dans le groupe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je ne le voyais pas comme ça. D'accord, parfait. C'est plus clair. C'est vrai que quand tu parles, on a l'impression que tu savais tout ce que tu allais faire dès le début, que c'est hyper structuré, mais là, vu ce que tu me dis, ça s'apprend quand même sur le tas. Et donc. Oui, parce qu'en fait, le community building, en fait, c'est quelque chose qui est assez récent. Alors moi, il se trouve que j'ai fait mon mémoire de fin d'études il y a 15 ans sur le sujet de communauté. Donc, forcément, ça m'intéresse depuis plus de 15 ans et j'ai fait des recherches, j'ai travaillé avec des enseignants-chercheurs, etc., des psychologues et tout sur le domaine. Donc, j'ai creusé un peu le truc. Mais en réalité, il y a très peu de cours sur le community building. Je parle bien de community building et pas management. Aux États-Unis, c'est un peu plus avancé maintenant. En France, on est un peu en retard, évidemment, comme d'habitude, j'allais dire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de trucs là-dessus. C'est pour ça que j'ai lancé ma formation d'ailleurs, parce qu'en fait, il n'y a pas on ne t'apprend pas à manager une communauté. Et d'ailleurs, en France, je parle de la France parce que c'est moins le cas dans les autres pays. Je pense en Belgique, ce n'est pas le cas. Aux Pays-Bas, ce n'est pas le cas du tout. En Allemagne, ce n'est pas le cas. Mais en France, la communauté, le mot communauté, c'est un tabou de dingue. Tu parles de communauté. En plus, moi, je suis issue de minorité, alors je te laisse imaginer ce que ça peut donner. Mais c'est un gros tabou. On ne doit pas faire communauté. Et donc, forcément, on ne t'enseigne pas ça. Donc, on ne le sait pas. Donc, c'est des choses qu'on construit au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai des process. Donc, toutes les communautés que je lance, maintenant, il y a des process. Et ça marche mieux. Et je ne vais pas mettre un an à monter un truc, quoi. C'est quand même plus facile. Après, je teste encore des choses. Tu vois, j'ai testé les groupes LinkedIn dernièrement. J'y croyais pas du tout. Bon, j'y crois toujours pas. Mais voilà, j'ai voulu tester les groupes professionnels B2B LinkedIn. Et c'est pas terrible. J'ai testé aussi et je suis arrivé à la même conclusion. Je me suis dit, finalement, on va éviter. Mais franchement, vu la hype qu'il y a sur LinkedIn un peu et tout le contenu qu'il y a, je me dis à un moment donné, ça devrait le faire. C'est pas possible que ça reste. C'est une stratégie de la plateforme. Je pense que LinkedIn ne peut pas mettre forcément en avant les groupes. C'est pour ça que moi, je conseille Facebook. En fait, dans la stratégie Facebook, alors là, en plus, ils sont en train d'annoncer des nouvelles choses, mais les groupes sont vraiment mis en avant. C'est-à-dire que l'algorithme vous met en avant. Si vous avez un groupe de qualité, c'est-à-dire qui n'est pas trop signalé, vous faites bien c'est pour ça qu'il faut être un peu dictateur sur son groupe. Vous faites bien la modération, etc., ça se passe bien.
Facebook vous mettra en avant. Et c'est automatique, forcément. Quand c'est une stratégie de la plateforme, c'est vraiment la problématique qu'on a aujourd'hui sur les communautés, d'ailleurs, mais comme social media management, c'est qu'on est très dépendant de la plateforme. Et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à absolument basculer sur ce fameux réseau privé. Donc, il y a des réseaux comme Circle, je parle de lui parce que c'est celui qui est un peu plus en avant, qui est un peu hype en ce moment, mais il y en a d'autres, ou même un forum privé où vous passez sur une newsletter, etc. J'encourage tout le monde à créer votre groupe Facebook, mais aussi avoir ce réseau très privé, parce qu'en fait, on dépend des plateformes et des stratégies. Et LinkedIn, on voit bien que ce n'est pas dans leur stratégie de pousser les groupes. Et justement, hier, j'ai eu un appel de découverte avec Julien. J'ai oublié son nom de famille, mais j'ai mis un post là-dessus sur LinkedIn qui, justement, a lancé Mixlab. Ils sont en train d'améliorer ça pour la version 2 et c'est vraiment, vraiment pas mal. Je t'invite à aller voir. Ah ouais. Je ne connais pas sur quel j'irai voir, mais c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et je me disais que à terme, pour passer, l'outil me semble intéressant. Mais j'irai voir Circle aussi. Écoute, j'irai voir Mixlab. En tout cas, je suis très intéressée par tous les nouveaux trucs qui se montent là sur les communautés, surtout si c'est un peu plus européen. Ça m'intéresse parce que du coup, voilà, moi, c'est un sujet qui me passionne. Donc, justement, c'est mixlab.fr, donc c'est purement français. Et, ok, moi je vais aller regarder. Après l'appel, de toute façon. Ici, quelque chose qui nous intéresse vraiment en tant qu'entrepreneur ici, c'est OK, on a réussi à faire monter la communauté, il y a de l'engagement, etc. Tu me dis que je dois vendre sur la newsletter, mais comment faire passer ces gens dans la newsletter ou en tout cas, comment arriver à cette partie où je peux vendre, que ce soit via la newsletter, via du contenu ou autre, comment je peux arriver à ça? Alors, ça, il n'y a pas de secret, il faut apporter de la valeur. Ça, c'est la première chose, et matraquer. C'est-à-dire qu'en gros, moi, quand je sors une newsletter, je la partage, enfin, je ne partage pas la newsletter, mais je partage le sujet dans le groupe. J'en fais des vidéos. Alors, les vidéos, moi, sur mon groupe, ça marche très bien quand je parle vraiment face caméra. Donc, il faut se montrer. Voilà, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, mais il faut se montrer. Et puis, il faut matraquer. Voilà, j'ai parlé de ça dans la newsletter. N'hésitez pas à aller vous inscrire, comme ça, vous aurez. Je ne partage jamais les mêmes choses dans la newsletter et dans le groupe. Tu vois, je vais pas, si j'ai un sujet de newsletter cette semaine, c'est tel sujet. Donc là, par exemple, cette semaine, c'est gérer les conflits dans les groupes. Eh bien, j'en parle pas sur le groupe. Voilà. Je vais dire, voilà, on a parlé des conflits, comment vous faites? J'organise des sondages. Enfin, là, on parle vraiment de stratégie social média pure. Hein, c'est exactement ce qu'on va faire sur Instagram. C'est exact les sondages, poser des questions, etc., parler face caméra. Ça ne change pas. Donc, on a exactement les mêmes. Donc, comme ça, en plus, vous pouvez recycler vos contenus Instagram sur le groupe et faire en sorte que, du coup, les gens aient envie d'aller voir la newsletter et envie de s'inscrire. D'accord, donc au final, ouais. En fait, il faut que la newsletter reste exclusive, c'est-à-dire que ça n'a pas d'intérêt pour les gens qui sont inscrits s'ils votent ce que tu dis sur le groupe, sinon c'est… C'est ça. Et alors, moi, j'avais fait un truc un peu sioux au début. C'est qu'en fait, quand les gens s'inscrivaient sur mon groupe Facebook, je leur mettais, alors ils n'étaient pas obligés, hein, mais j'avais la possibilité de 3 questions. Donc moi, j'ai 3 questions et j'approuve tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des co-modérateurs. Tu ne rentres pas sur le groupe si tu n'es pas approuvé. Donc, tu dois répondre aux questions à minimum. Ça me permet de voir que ce n'est pas des robots, etc. Ce n'est pas du spam. Et je leur disais, alors je le fais plus maintenant, vous allez comprendre pourquoi, mais en fait, je leur disais, si vous voulez vous inscrire à la newsletter, avoir des informations sur le financement, le juridique, qui étaient les problèmes mais genre majeurs des gens, comprendre les banques, les gens ne savaient pas, inscrivez-vous à la newsletter, laissez-moi votre email. Et donc, les gens me laissaient leur email. Alors, je ne le fais plus parce qu'en fait, ce n'est pas possible d'extraire ça des questions Facebook, donc j'étais obligée de faire des copier-coller. Donc, je te laisse imaginer la tête du truc. C'était une horreur. Donc, j'ai arrêté de le faire. Maintenant, je leur dis, allez directement sur le… Vous avez un site avec toute l'encyclopédie. Moi, j'ai un site, c'est vraiment l'encyclopédie de l'habitat participatif. Les gens, ils y vont. Et en fait, il y a un pop-up qui leur dit, inscrivez-vous à la newsletter. Mais au début, je leur avais dit, laissez-moi votre email, je vous inscris à la newsletter. Donc, j'avais fait ça. Et j'avais fait un autre truc un peu sioux, c'est que sur ma plateforme, il y avait un parcours gratuit où tu pouvais faire déjà des formations gratuites. Et il fallait forcément s'inscrire. Et donc, ils étaient automatiquement inscrits à la newsletter. Voilà. Ça, j'avais fait au début. Bon, maintenant, j'ai un peu évolué parce que je ne peux plus faire des copier-coller, quoi. Mais ça avait permis de bien faire démarrer l'inscription à la newsletter. D'accord. Et quand je vois, par exemple, une communauté d'habitat participatif, qu'est-ce qu'on peut leur vendre, par exemple? Est-ce que toi, tu peux me donner des exemples de comment on arrive au début juste pour montrer aux entreprises qu'on est là, comme quoi il y a une réelle demande, au final, arriver à vendre à ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on peut leur vendre, en fait?
Bah, en fait, là, c'est encore une fois, il faut parler à ses clients. Moi, c'est ce qui s'est passé pendant le confinement, en fait. Je me suis dit: «OK, bah, il y a plus de contrats, les contrats sont arrêtés, qu'est-ce que je fais?» Et j'ai discuté, je leur ai dit: «Bah, c'est quoi les problèmes et tout?» Et en fait, on a organisé un truc qui s'appelait la semaine des cohabitants confinés. Pendant une semaine, il y avait des ateliers, donc les gens ont payé en fait, j'avais fait des ateliers, mais genre, au minimum, enfin, ça coûtait vraiment pas cher et je leur ai dit: «Bah, venez participer aux ateliers, ça va nous occuper, de toute façon, on est à la maison». Donc, c'est des ateliers avec des experts qui venaient parler de financement, de prospection foncière, enfin, tu vois, des sujets qui les intéressaient vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens s'étaient inscrits parce que, bah, en fait, ils avaient envie de monter eux-mêmes en compétence sur ce sujet-là. Et donc, je leur ai dit, voilà, le tarif, il est le minimum. Et après, ce sera collaboratif, c'est-à-dire vous donnez ce que vous voulez. Alors, encore une fois, dans ma communauté, c'est une habitude, c'est culturel. On va dans des festivals permaculture et on donne, c'est vraiment paiement en conscience, c'est culturel. Je ne sais pas si ça marche pour tout. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que les gens ont payé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des ateliers qui étaient déjà beaucoup plus plébiscités que d'autres. Et puis surtout, il y en a certains qui m'ont rapporté plus d'argent. Alors, je n'ai pas été millionnaire avec ça, hein, clairement. Mais je me suis dit, OK, maintenant, je peux construire une formation là-dessus et du coup, vendre ma formation. Donc, je vends ma formation. Là, pour le moment, c'est ça, en B2C. Et là, j'ai d'autres projets autour de ça qui seront plutôt en B2B pour le coup, mais toujours dans le domaine de la créateur économie pour pouvoir vendre autour de ça. En tout cas, franchement, en écoutant tout ça, j'ai vraiment envie de faire partie de ta communauté. Elle a l'air trop, trop cool. Ouais, bah surtout, ouais, c'est vachement sympa. Enfin, moi, j'aime bien. C'est un sujet qui m'intéresse forcément. Donc, voilà. Ah, mais on sent aussi qu'il y a une marque affective, c'est-à-dire que ce n'est pas que des clients. C'est d'abord des membres avant d'être des clients. C'est ça Ah, qui. bah attends, moi, je passe mes vacances avec des gens de la communauté quand même. Hein, donc, oui, Ouais, mais on moi, part en vacances. ça se ressent vraiment et ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. C'est-à-dire que si on voit au début, si on est juste en train de se dire, voilà, quand est-ce que je convertis ça en client, ça ne va pas le faire. Il faut vraiment s'intéresser à la personne réellement, lui parler. Peut-être s'attendre à ne pas la monétiser particulièrement, mais sur le long terme, sur le moyen terme, en tout cas, ça devient intéressant et du point de vue relationnel parce qu'on apporte de la valeur et en plus de ça, parce qu'on arrive à monétiser. On est gagnant. Ici, j'avais une question. Toi, voilà, tu t'intéresses à ce sujet depuis 15 ans. Il y a plusieurs personnes qui ont monté des communautés. Maintenant que les influenceurs, tout le monde a envie d'avoir une communauté, etc. On se comprend, même si c'est une audience, parfois on l'appelle communauté. Euh, je me dis, est-ce qu'en fin 2021, est-ce que c'est pas trop tard pour monter une communauté? Bah, non, en fait, je dirais même que c'est le bon moment. Notamment quand je vois les entrepreneurs et les projets d'entrepreneurs, on est quand même sur enfin, tu vois, des projets qui ont du sens, qui essayent de contribuer à changer quelque chose. Je ne vais pas dire changer le monde, hein, parce que ce serait un petit peu trop cliché, mais on veut contribuer à changer quelque chose. Et on voit bien hein, qu'on vit dans un monde très incertain, il y a plein de problématiques sociétales. Et c'est le bon moment, en fait, pour créer des communautés autour de ça. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas parce que les gens sont dans une communauté, c'est pas parce que les gens sont dans ma communauté qu'ils peuvent pas être dans une autre communauté. On peut être dans plusieurs, on peut interagir dans plusieurs, à partir du moment où on est vraiment sur un sujet qui nous touche, avec une raison d'être forte, etc. Donc, c'est pas trop tard. C'est juste qu'il faut le faire d'une bonne manière. Et par contre, et je reviens sur ça, c'est vraiment l'authenticité. On peut plus juste se dire, je monte une communauté parce que j'ai envie de me faire de l'argent. Je monte une communauté parce que j'ai envie de créer un mouvement. Et dans mon projet de vie, et c'était mon cas, hein, dans mon projet de vie, bah, en fait, j'ai envie d'être entrepreneur dans ce domaine-là parce que ça me correspond. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de trouver des community builders qui soient salariés, par exemple, parce qu'il faut vraiment beaucoup d'engagement personnel dans la communauté. D'accord. Donc, c'est pour ça que les entrepreneurs peuvent monter leur communauté. Puis après, quand ça tourne, ils la délèguent. Hein. Mais au début, enfin là, aujourd'hui, c'est pas trop tard. Hein. C'est ça, j'ai eu deux, trois personnes que j'accompagnais. À chaque fois, je leur disais, même si tu es dans un domaine, on va dire, qui est pas hyper nouveau, c'est pas toujours de la crypto ou quoi, mais tu peux quand même le faire. Non, mais ça fait longtemps, il y a quand même une ou deux communautés sur le marché. Je dis, c'est pas grave. Mais voilà, c'était pour ça, c'était une question qui me tenait vraiment à cœur. Et je crois que ta réponse, je vais la renvoyer directement à la fin. Très bien. Et tout à l'heure, on a parlé un peu de ROI. J'aimerais savoir comment on arrive à évaluer le retour sur investissement d'une communauté parce que c'est assez compliqué. Et comment on arrive à l'évoluer et surtout à quel ROI on peut s'attendre. Alors ça, c'est compliqué de vraiment avoir le retour sur investissement, il est très compliqué
à traquer. Moi, je le traque pas directement sur la communauté, je le traque vraiment sur le fait que les gens soient inscrits à la newsletter, combien j'ai vendu, enfin, tu vois, sur la partie vraiment après la communauté, en fait. Pour moi, la communauté, c'est un canal d'acquisition. Donc, comme tu vois, quand tu fais tu fais ta liste des canaux, ben, tu as la communauté. Tu as deux choix dans la communauté. Soit tu vas t'adresser à une communauté existante, mais avec le risque de te faire bouler, le risque des gens ne te connaissent pas, etc. Soit tu as ta propre communauté. Moi, en fait, j'ai créé mon canal d'acquisition. Je l'ai créé pour moi et que pour moi. C'est ça qui est pas mal. Même si je laisse passer des choses des fois, mais c'est quand même c'est mon canal d'acquisition. Et ensuite, toute la partie, tout le reste, en fait, les KPIs, etc., ils sont vraiment basés sur après la communauté. En fait. D'accord. Donc, vraiment, le côté analyse, etc., on va le laisser pour la deuxième partie, sur le côté monétisation, Ouais. etc. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé exactement, enfin, c'est très compliqué. Non, c'est vraiment, pour le coup, c'est comme ouais, c'est comme dans l'influence encore, tu arrives encore à voir un peu ton retour sur investissement, mais c'est un sujet là pour le coup qui est compliqué là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'y intéressaient pas, que les growth marketers s'y intéressent pas, parce qu'en fait, même quand tu fais ça pour un client, c'est difficile de pouvoir de voir vraiment les résultats. À part en nombre de followers, mais comme on a dit que c'était pas ce qui était intéressant. Et justement, ici, toi, tu m'avais dit que tu travaillais avec certains KPI qui étaient peut-être peut-être parfois différents de ce que font les growth, justement. Est-ce que tu peux nous partager, toi, les KPI qui t'intéressent vraiment? Comment tu évalues? Comment savoir si ce mois-ci, tu as bien fait ton job ou pas? Comment évaluer cela? Alors, moi, je regarde déjà le nombre d'inscrits à la newsletter versus le nombre d'inscrits, de membres. Parce que pour moi, c'est un des indicateurs d'activation. Je sais que les gens vont acheter. J'ai plus j'ai plus de 75% de personnes qui achètent ma formation quand ils sont inscrits à la newsletter. Donc, il faut absolument. Donc, ça, c'est un des KPIs que je suis. Attention, ne pas suivre n'importe quel KPIs, parce que ce qu'on mesure s'améliore. Donc, voilà, comme on dit. Moi, j'ai aussi un KPI sur la proportion des contenus générés par la communauté. Donc là, tu vois, si je prends la communauté et les ambassadeurs, je suis à plus de 99% des contenus générés. Moi, je dis bonjour et bienvenue à tout le monde le vendredi. Donc, autant te dire que c'est assez limité. Par contre, là, tu vois, j'ouvre des nouvelles micro-communautés où là, je donne beaucoup de contenu. Et l'idée, c'est de basculer au fur et à mesure c'est plus moi qui donne. Donc, la proportion de contenu généré par la communauté, ça, c'est un KPI très, très, très important à suivre. Parce que ça veut dire que vous avez une communauté. Si vous avez beaucoup de contenu généré par les membres, je regarde également les nombres de participants aux discussions de groupe. Donc, quelqu'un qui poste, combien il y a de commentaires, ce genre de choses. Je regarde également, ça c'est un truc qui est important pour moi. J'avais eu une petite baisse à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Quand je dis bonjour et bienvenue, alors sur Facebook, c'est une fonctionnalité, tu peux taguer tout le monde. Tu dis bienvenue aux nouveaux membres, tu tagues tout le monde, je mets les informations, voilà où vous allez trouver la charte, et en fait, les gens qui sont tagués disent merci, se présentent. Donc ça, c'est un premier point, on va dire, déjà, est-ce que les gens répondent? Ça, c'est pas mal pour l'algorithme de Facebook. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est de voir les anciens qui viennent souhaiter la bienvenue aux nouveaux sous ce post. Et c'est vraiment cette participation-là, les anciens membres qui viennent dire bonjour aux nouveaux, qui font que je me dis, OK, là, c'est bon, la communauté, elle est encore solide. C'est pour ça que quand j'ai une baisse, je m'inquiète. Le reste, je m'en fiche, mais ça, je m'inquiète. Donc voilà, et après, je regarde, donc ça, après, j'ai des KPIs, on va dire, ça, c'est sur la communauté. Et ensuite, j'ai mes taux d'ouverture à la newsletter, j'ai le taux de clic, donc tous des trucs un peu traditionnels. Je regarde le pourcentage de gens qui se sont inscrits au membership gratuit. Donc là, je te donne des chiffres, mais qui sont plutôt nord-américains, parce qu'en France, on n'a pas, j'ai pas beaucoup de benchmark sur la France, à part mes chiffres à moi. Et il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Il faudrait être entre 5 et 10% de gens qui s'inscrivent à votre programme gratuit, qui est en fait mon lead magnet, si je fais le parallèle avec ce qu'on fait en growth marketing. Ensuite, le pourcentage de membres qui vont acheter la formation ou le membership payant. Là, l'idéal, donc, dans ceux qui ont pris votre lead magnet, c'est qu'il y en a entre 3 et 5% qui ont pris ça, c'est le minimum. On est d'accord, il faut viser plus, mais c'est ça. Et le taux d'inscription à la newsletter, donc c'est-à-dire les membres qui sont inscrits à la newsletter,
Là, le benchmark, il dit 10%. Moi, je vais être beaucoup plus radicale. Il faut que vous ayez au moins 3/4 de votre communauté inscrite à votre newsletter. Mais le benchmark, on va dire, que j'ai pu faire aux États-Unis, puis il y a beaucoup d'associations autour des communautés aux États-Unis, parlent de 10%. Donc voilà, c'est largement réalisable, mais essayez d'aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment, moi, les KPIs, les indicateurs que je suis. D'accord. Et tu as parlé tout à l'heure de la baisse du fameux KPI qui te fait peur. Justement, ça c'est quelque chose, moi, auquel je savais qu'il fallait accueillir les nouvelles personnes, etc., le fameux poste où tu tapes tout le monde, etc. Mais j'ai jamais pensé à aller regarder est-ce que les anciens accueillent les nouveaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et surtout, maintenant, ma question, c'est, moi qui ne le faisais jamais, maintenant, comment faire en sorte que les anciens puissent accueillir les nouveaux? Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place toi dès le début et tu as favorisé ça? Ou est-ce que ça s'est fait naturellement et maintenant, tu n'as pas envie que ça tombe parce que c'est un capital qui est quand même intéressant? Alors, en fait, au début, je disais aux gens, voilà, il y a les nouveaux qui arrivent, les anciens, n'hésitez pas. Alors, c'est pour ça que j'avais un peu perdu ça et je l'ai refait. N'hésitez pas à dire bonjour. Enfin, voilà, on est là pour accueillir. Après, on est aussi dans un domaine où les gens le font naturellement, mais aussi sur mes communautés femmes entrepreneurs, ça marche bien. Et après, il faut trouver sa touche. Alors, je ne vous dis pas de copier ça, mais parce qu'il y en a je l'ai vu sur d'autres groupes et ça ne marche pas bien. Donc, je ne peux pas dire que c'est ça qui marche. Mais en fait, moi, quand je fais depuis le début, alors je suis une fan de GIF, je sais, c'est très beau, mais j'adore ça. Et donc, sur Facebook, je me lâche. J'évite dans les autres trucs, mais sur Facebook, je me lâche. Et sur mon groupe, le poste d'accueil, il y a un GIF. Et alors, tu veux que je te dise, je passe énormément de temps à trouver le bon GIF. Tu vois, en fait, je t'ai dit, je passe 3 heures, mais en fait, il y a déjà sur les 3 heures, il y a 1 heure et demie où je cherche le GIF pour que ça va. Et je cherche le GIF. Et alors, c'est assez rigolo parce que les gens réagissent, et notamment les anciens là-dessus. Ils disent, ah tiens, celui-là, on ne l'a pas encore vu. Ou tiens, celui-là, il est un peu bof, Tiamto. Et j'en ai même supprimé un une fois parce que j'ai eu un déferlement de ah non, c'est nul. Je dis, bon, allez, je le supprime, je ne l'assume pas du tout. Et en fait, c'est un truc que moi, j'ai fait dès le début parce que j'aime ça. C'est beau à souhait, mais c'est pas grave. Et du coup, les gens, ils réagissent à ça parce qu'ils ont l'habitude de voir ça. Donc, je dis, c'est pas forcément quelque chose à copier. Je te dis pas forcément de le faire. Ça dépend de ta communauté, ça dépend de toi aussi. Mais en fait, il faut que tu mettes ta patte. Si, par exemple, toi, t'aimes parler en vidéo, pourquoi pas. Enfin, moi, je le fais pas, mais ça pourrait être tous les vendredis, salut les nouveaux, en faisant une vidéo, tu vois. Ça faudrait que je le teste. Ça pourrait être rigolo de voir un peu si le GIF marche mieux que ma tête. Mais voilà, il faut trouver, en fait, le truc qui te ressemble. Ça pourrait être, je sais pas, moi là, je me suis lancée un peu dans TikTok, je trouve ça rigolo. Ça pourrait être un TikTok, tu vois, un peu dans la trend et tout. Ça dépend voilà, ça dépend. Alors moi, ma cible n'est pas trop sur TikTok, donc je pense que ça leur parlera pas. Mais si vous avez des gens qui, en fonction de ça, et puis faites-le en fonction de vous. C'est pour ça, je reviens sur l'authenticité. Faites des trucs en fait qui vous ressemblent. Si ça vous ressemble pas, les gens vont le voir. Là, bon voilà, oui, je passe un temps fou à choisir mes gifs. Et donc, quand les gens commentent, ça me rend tellement contente que je leur dis, bah oui, attends, j'ai passé 1 heure dessus, j'espère que ça te plaît et tout. Et voilà, ça crée la discussion. Encore une fois, dans la communauté, vous êtes là pour engager la discussion. Donc, faites comme si vous étiez avec des amis, en fait. C'est ça, on va dire. Et ce qui est bien, c'est que moi, je me dis, je me mets à la place du nouveau membre, j'arrive, je vois que la boss, elle fait ça, les anciens, ils rigolent, ils m'accueillent, etc. J'ai l'impression d'être dans une famille directement. J'ai vraiment envie de participer, de rigoler, de répondre et automatiquement, ça permet d'améliorer encore une fois l'engagement dont on parle tant et qu'on recherche tous. C'est ça. Et alors, même pour les nouveaux, ça leur montre aussi l'ambiance du groupe. Parce que tu vois, par exemple, j'en ai certains qui me disent, ah, c'est nul. Alors, je dis, tu n'es pas obligé d'aimer. Par contre, dans ce groupe, on est bienveillant. Et oui, moi, je fais des gifs. Donc, si tu n'aimes pas les gifs, je crois qu'il vaut mieux que tu t'en ailles. Et tu sais, je suis dans une communauté où je suis modératrice, parce qu'on m'a demandé. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je n'y passe pas non plus trop de temps. Et en fait, l'animatrice, elle m'a dit, c'est 0 gif, hein, interdit. Hein. Moi, j'aime pas ça, tu n'en fais pas. J'ai dit, bah oui, mais alors, et du coup, je suis moins moi, en fait, sur ce truc-là. Donc, trouvez aussi votre patte, et puis, ça permet aussi d'engager la discussion autour d'un truc tout bête. Enfin, tu vois, c'est con, les gifs, mais les gens, ils peuvent dire, ah, attends, ça, c'est. Par exemple, j'avais partagé vraiment, je ne vais pas dire ce que c'est, je ne l'assume pas du tout, mais les gens me disent, non, non, ça, franchement, c'est pas terrible. Et je dis, ouais, c'est vrai, tu as raison. Moi, je n'avais pas pensé, tu as raison. Moi, je le retire. Mais voilà, et ça permet aussi de montrer qu'on est ouvert et que ce n'est pas parce que je suis l'animatrice du groupe que je fais ce que je veux, quoi. D'accord, donc c'est vrai que malgré que tu sois l'animatrice du groupe, la fondatrice, etc.,
as mis les gens dans une posture où ils sont tellement à l'aise, tellement confiants, qu'ils peuvent se permettre, même si tu fais la dictatrice, comme tu as dit, tu sais sur quoi il faut être sévère, c'est-à-dire tout ce qui est valeur, le respect, etc., la Ouais. bienveillance. Et sur le reste, vraiment limite, j'ai pas envie de dire sur le même pied, mais vraiment limite en dessous parce qu'ils se permettent de juger de manière Oui, oui, c'est ça. sans aucun En complexe. fait, moi, le travail d'animateur, de community builder, c'est de créer la membrane. C'est vraiment en fait, la communauté, elle a une membrane. Ton travail, c'est de faire en sorte que les gens rentrent, enfin, toi, d'être suffisamment perméable pour que les gens rentrent, pour que les gens, quand ils ont envie de sortir, ils sortent, hein, sinon c'est une secte, hein, c'est pas l'objectif, ou même faire sortir les gens. Et il faut garder cette membrane. Donc, moi, je suis un peu sévère sur la membrane. J'ai viré des gens qui insultaient d'autres personnes et je les ai virés même sans leur dire quoi que ce soit. Ils m'ont réécrit sur Messenger, mais je comprends pas. J'ai dit non, moi, c'est première insulte, il n'y a pas de sommation, hein, tu t'en vas. Et c'est la culture du groupe. Si tu as envie d'une autre communauté, tu peux en créer une autre, ça ne me dérange pas. Mais ça, c'est la culture. Donc voilà, si vraiment la personne, elle est cool, enfin voilà, peut-être que je peux donner une deuxième chance, mais c'est hyper rare. Et par contre, voilà, ça, c'est mon travail. Et les gens de ma communauté me disent, on aime bien venir ici parce que déjà, il n'y a pas de trucs poubelle. Tu vois, dans l'habitat participatif, les écolieux, les trucs autour de l'antivax, Covid, Raoult et compagnie, je peux t'assurer que j'ai eu du spam à gogo, donc j'ai viré. Et tu arrives dans un groupe où les gens se parlent correctement. Alors, c'est pas le monde des bisounours, hein, on n'est pas tous d'accord, mais on se parle correctement, où il n'y a pas de poubelle. Et oui, peut-être que Siam, elle est un peu casse-pied là-dessus, mais au moins, c'est propre. Puis après, je peux m'exprimer, je peux échanger, et je dis aux gens, vous voulez parler entre vous, vous pouvez. Et c'est ça le principe de la communauté. C'est pour ça que je dis qu'il faut laisser enfin, tu dois lâcher le contrôle. C'est qu'à un moment donné, les gens peuvent se contacter ensemble et puis faire leur petit groupe dans leur coin. Hein. Et moi, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Hein, donc voilà. Mais sur le groupe, ça se passe bien. Et après, si tu as envie de discuter, poursuivre la discussion ailleurs, tu peux. Moi, je suis là vraiment pour créer ce mouvement-là. Ouais, et ça revient vraiment à l'étape du début où on avait vraiment dit qu'il fallait mettre un cadre bien clair, des valeurs, etc. Et c'est ce qui fait au final la force, en fait. C'est Si ça. on peut bien résumer, en plus de ta personnalité, de tes petits gifs marrants, ce qui fait vraiment ça, ce qui permet à tout le monde d'être à l'aise, c'est ce cadre-là bien réglementé où tout le monde se respecte. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a abordé tout ce que moi je voulais aborder. Si on continue, enfin, si ça ne tenait qu'à moi, on aurait passé 4-5 heures dessus. Après, je vais te libérer parce que je sais que tu es très occupé, qu'il y a une nouvelle formation qui arrive, etc. D'ailleurs, tu me l'enverras, je la partagerai quand Ouais, elle volontiers. sera prête. Et je voulais justement, j'aime bien poser cette question à la fin de chaque interview, c'est quelles sont pour toi les 3 personnes que je dois absolument interviewer pour mon audience qui cherche justement à améliorer ses stratégies d'acquisition. Il y a des stars, je sais que tu voulais justement peut-être donner Le problème, c'est que ton entourage est vraiment beaucoup connu, mais si tu peux me donner chez quelques perles, ça peut être pas mal. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, bon, évidemment, il faut absolument interviewer Nina sur tout ce qui est sujet, on va dire, de copywriting, mais un peu plus large que ça, parce que c'est un peu plus large que le copywriting et c'est très en lien avec ce qu'on fait sur la communauté. Je te conseillerais aussi, alors quelqu'un qui peut-être un peu moins connu, mais qui est assez chouette, c'est Audrey Petro, si tu veux, je te mettrai en contact, qui a plutôt, alors a travaillé chez Germinal aussi, c'était une de mes collègues, et qui a une casquette, on va dire, un peu plus commercial, account management, B2B notamment. Mais je pense que ça peut être intéressant. Elle a un point de vue très intéressant justement sur comment je travaille mon acquisition, comment je travaille mes ventes et ma relation avec mes clients. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, ouais, vraiment commerciale, au-delà de l'acquisition, parce qu'à un moment donné, bah, il faut aller un peu au-delà juste de je fais de l'acquisition. Ça, c'est sur cette partie-là. Et tu dois le connaître, mais je ne peux pas dire que je suis rentrée dans sa fanbase, mais je le trouve vraiment top. C'est Alain Briez. Je ne sais pas si tu vois qui est Alain, mais c'est quelqu'un de très intéressant aussi à interviewer. Donc voilà, c'est des anciens de Germinal, donc bon, bah, je n'ai pas été très, très loin, les chercher très loin, mais voilà, tu as 2 stars, et puis bon, Audrey, c'est pas une star, mais elle est un peu moins présente sur les réseaux, donc on a moins l'occasion de l'entendre et elle a des choses très intéressantes à dire. Donc, je t'encourage à l'interviewer. Ça va, parfait. J'irai leur parler à tous les 3. Et je voulais te remercier. Justement, je voulais aussi
parce que c'est quand même toi qui nous as donné toute cette valeur, pardon. Comment pouvoir te contacter? C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont regarder cet épisode, ils vont être intéressés, je suis sûr à 100% pour te contacter. Comment faire? Où te trouver? Un groupe Facebook, LinkedIn, newsletter? Alors, moi, je suis sur LinkedIn, donc on peut m'écrire sur LinkedIn, Siam Lo. Je suis sur Instagram également. Alors, je partage beaucoup de choses sur les communautés sur LinkedIn. Donc, si vous êtes intéressé, vous trouverez des choses là-dessus. Sur Instagram, je partage plus de choses sur la partie entrepreneuriat. Voilà. Si vous voulez voir mes gifs, du coup, c'est sur le groupe Facebook. Mais attention, il faut être vraiment intéressé par le sujet de l'habitat participatif. Et voilà. Et je suis sur TikTok depuis pas très longtemps. Donc, je me marre bien dessus. Mais bon, voilà, je ne sais pas si j'apporterai beaucoup de valeur là-dessus. Mais je trouve que c'est la suite logique des gifs, tu vois. Donc, voilà. Mais sur LinkedIn, je réponds à tous mes messages. Voilà. Ça va, parfait. Ben, j'espère un jour te voir, toi, en GIF. Ça, ce serait pour moi la consécration. Ouais. Ça, c'est pour moi, à ce moment-là, on pourra dire qu'on a réussi. Et merci beaucoup pour le temps que tu nous as donné, toute la valeur que tu nous as apportée. Ça me fait vraiment plaisir et à mon avis, on se reverra très bientôt pour un autre épisode. Eh ben, volontiers. Merci à toi en tout cas pour l'invitation. C'était vraiment cool d'en parler. Merci de donner de la visibilité enfin à ce sujet. Merci beaucoup. Et j'attends ta formation pour la mettre en avant parce que je pense qu'elle va être vraiment, vraiment intéressante. Cool. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.